Salut à tous, bienvenue dans notre instant en plus cette semaine, on a du son. Et autre bonne nouvelle, on va enfin revenir sur des problématiques de développement pur avec non pas de l'intelligence artificielle mais de l'intelligence bien réelle en la personne d'Emeric Breton. Comment vas-tu? Salut Steve, merci, ça va et toi? Ça, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, si, ce mec-là n'est pas un cyborg. Voilà. Et il va Ouais, il pouvoir paraît. répondre à toutes vos questions. Exactement. Et on va parler de programmation déclarative et réactive en front. Je t'avoue que je l'ai lu, hein, je Ouais, ne l'ai pas fait de tête. ouais du coup, je vais parler de ces deux concepts qui sont utilisés plutôt sur la partie front-end et j'en parlerai même plutôt avec Angular Mhm. principalement. Mais c'est des concepts qui s'appliquent à d'autres frameworks JS, Ouais. mais pas forcément les mêmes mots-clés, quoi. Du coup, je vais commencer en expliquant que les deux sont un peu liés. En fait, le code déclaratif, c'est une façon d'écrire du code réactif. Ok. Ce qui veut dire forcément, à l'inverse, la réciproque n'est pas vraie. On peut faire du code réactif sans en faire du code déclaratif. La petite différence, c'est que dans du code réactif, on va écouter des événements, des changements, des sources qui vont être mises à Mhm. jour. Et à partir de ces événements-là, de ces mises à jour, en fait, on va affecter des valeurs à nos variables, nos attributs, etc., euh, qui elles-mêmes ne sont pas forcément des variables réactives. On peut D'accord. affecter à des variables classiques du code, tout simplement. Là où du code déclaratif, en fait, ça va être à la déclaration, d'où le nom, de nos variables. En fait, on va indiquer comment est-ce que cette variable est calculée. Et cette variable-là, qui en le résultat, ce sera quelque chose qui sera une variable réactive. En Angular, ça se représente par des observables ou des signaux notamment. Euh, c'est la principale différence. Quand on fait du code réactif, on n'est pas obligé d'avoir des variables réactives. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors Mhm. que quand on fait du code déclaratif, a priori, nos variables elles seront réactives, ce qui amène à différentes problématiques. On en parle juste après. Mais voilà, c'est la différence. Donc, dans le code déclaratif, on déclare nos variables et on donne, pour ainsi dire, toutes les infos qui leur vont bien. Ok. C'est l'avantage par rapport à du code réactif classique, si je puis Oui. dire. Du coup, je rappelle quand même une variable réactive, du code réactif, qu'est-ce que c'est? C'est juste un bout de code qui est mis à jour automatiquement, en fait, qui va venir écouter, qui va venir réagir, d'où le nom, qui va venir réagir en fait à un changement externe, que ce soit une variable interne ou une variable externe. D'ailleurs, donc on n'a pas besoin de venir mettre à jour automatiquement notre Mhm. variable, en fait, à chaque fois. On n'a pas besoin de dire, ah tiens, lui a été mis à jour, ok, je mets telle valeur. Non, c'est lui a été mis à jour et le code sait qu'il doit mettre Mhm. à jour notre autre variable. C'est le principe du code réactif, donc qui est gardé bien sûr dans le code déclaratif. Euh, le réactif et même par extension plus le déclaratif, ça permet en fait d'expliquer comment et pourquoi est-ce qu'on met à jour une variable sans expliquer quand et quoi en fait. Le pourquoi, c'est-à-dire quelle source, qu'est-ce que j'écoute, sur quoi est-ce que je réagis, et le comment, c'est bah, du coup quelle opération je fais à partir de cette source pour l'affecter à ma variable. Mais on ne sait pas à quel moment ça va être fait, parce on a des choses qui peuvent être asynchrones ou des choses qui peuvent être mises à jour par quelqu'un d'autre ailleurs. Mhm. Et on ne sait pas la valeur précise qui va être affectée à notre variable. On va pas dire, bah là, à tel moment, à cet instant T, je mets 5 dans ma variable. C'est pas comme ça le code déclaratif, ni le réactif, mais encore plus le déclaratif. C'est juste, écoute cette source, quand elle se met à jour, tu fais ton calcul et tu fous le résultat dans ma variable et c'est tout. On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle valeur précise. Mhm. Donc ça amène forcément, c'est une autre façon de penser, le réactif, c'est même un autre paradigme de programmation. Donc forcément, c'est pas la même façon de travailler. Donc ça peut être un peu plus difficile à mettre en place, d'autant plus avec le déclaratif, parce que du coup, dès qu'on crée nos variables, on doit dire pour ainsi dire, toutes les infos qui vont avec, d'où elles proviennent, comment elles sont Ouais. calculées, etc. Là où sur du code plus classique, plus manuel, plus impératif, c'est le terme utilisé pour différencier du réactif, l'impératif, Mhm. eh ben, on dit juste le type, éventuellement la valeur par défaut, mais c'est tout. On n'a pas besoin Mhm. de réfléchir en amont. Là, il faut un peu préparer son composant, sa classe, pour savoir qu'est-ce que je vais y mettre dans mes attributs, en fait, dès le début. On ne peut pas se dire, OK, je déclare, et puis je vois après dans mon constructeur ou autre. Là, il faut tout avoir tout de suite. Par contre, c'est plus facile à maintenir et à lire d'une certaine façon, pardon, parce que du coup, dès que j'arrive sur ma variable, j'ai toutes les infos. Je sais comment elle est calculée, pourquoi est-ce qu'elle est calculée,
j'ai pas l'info précise de la valeur Mhm. à un instant T, mais j'ai toutes les infos qui me permettent de comprendre d'où elle vient. Et donc, si c'est pas la valeur que je veux, je sais pourquoi c'est pas la valeur que je veux. C'est-à-dire que la source n'est pas bonne, a priori, ou que mon calcul n'est pas bon. Mais on n'a pas besoin de venir chercher en fait dans le code. J'appuie sur mon F12 sur ma variable n'importe où dans ma classe. Ça me Mhm. ramène sur la déclaration et j'ai toutes les infos. J'ai pas besoin de venir chercher des références, scroller dans ma classe sur 100 lignes ou que sais-je. J'ai toutes les infos tout de suite. Donc c'est un peu plus facile à maintenir. Également, donc pour ça, mais également parce que nos variables réactives, donc ça c'est surtout pour le code déclaratif plus que réactif, mais surtout pour le code déclaratif, nos variables réactives, en général, dans nos composants en tout cas, dans la plupart du temps, ça va être des variables qui sont en read-only. Donc on ne peut pas les réécrire dans notre classe n'importe où. Mhm. Ça veut dire qu'on sait que j'ai la déclaration, j'ai ces infos de comment elle est calculée, et c'est tout. Il n'y a pas, à d'autres endroits, elle n'est pas recalculée en fait. Ouais. Donc on a vraiment toutes les infos à la déclaration et on n'a pas d'effet de bord parce que dans une autre méthode, on a réécrit la valeur ou que sais-je. Donc c'est un peu plus facile à maintenir, mais effectivement, à mettre en place, surtout quand on n'a pas l'habitude, ça demande une petite gymnastique pardon, de l'esprit. Si on n'est pas habitué, forcément, c'est toujours un peu plus compliqué. Par contre, le code impératif, le code manuel, là où je dis que je mets 5 dans ma variable, il existe toujours. Il faut bien à un moment donné dire, bon, bah, telle variable, elle prend telle valeur. On est bien obligé de l'avoir Mhm. à un instant. C'est juste qu'en fait, il est déplacé, ce code-là, il va plus se trouver dans nos composants. Le code déclaratif, en fait, il est surtout présent, et même omniprésent, j'ai envie de dire, dans nos composants, en fait. Dans nos services, dans nos stores, on va avoir des parts éventuellement déclaratives. On peut avoir un code qui sera quasiment 100% déclaratif, même si ce n'est pas forcément très nécessaire. On peut le faire, mais en général, ça ne va pas être le cas. C'est surtout dans nos composants, on n'aura plus de code impératif. Mais ce code impératif, en fait, il est juste déplacé, hein. C'est une abstraction, en fait, le code déclaratif. Le code impératif est toujours existant. Il est juste déplacé à un autre endroit. Voilà pour cette intro où j'ai un peu expliqué ces concepts-là. Et maintenant, je vais Mhm. parler un peu plus en Angular. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place? La façon historique, qui est toujours d'actualité, c'est avec RxJS. Donc cette fameuse librairie qui fait plus ou moins partie d'Angular, même si on peut l'utiliser ailleurs, euh, avec notamment les observables et les subjects. Donc les observables qui implémentent le pattern observer. Hein. Un observable, c'est quelqu'un qu'on peut écouter et sur lequel on peut réagir pour faire de variables réactives. Et les subjects, c'est jamais que des observables sur lesquels on peut affecter une valeur en fait. Euh, donc ça, c'est la façon historique d'Angular qui est toujours d'actualité sur pas mal de sujets, mais qu'on utilise peut-être de moins en moins, qu'on va de moins en moins utiliser en tout cas avec ce qui arrive en Angular depuis un an et demi. Euh, mais en tout cas, c'est toujours important de connaître au moins les bases d'RxJS. Avec RxJS, on peut aussi utiliser NGRX, qui est un autre package qui nous permet d'utiliser des stores qui implémentent le pattern Redux. Donc avec les sélecteurs, le state, les actions, les effects, etc. Et le reducer, bien sûr. Et du coup, c'est dans le reducer qu'on va avoir notre code impératif, en fait. C'est Mhm. à cet endroit-là, à un seul endroit, du coup, ça permet d'unifier un petit peu tout ça. Et de la même façon, je ne l'ai pas précisé, mais pour les RxJS, c'est dans les subjects, du coup, qu'on va faire du code impératif. C'est là où on va dire, mon subject, il prend une valeur précise, si je puis dire. Donc, on a ce code impératif à cet endroit-là. C'est important de le savoir quand même. Mais aujourd'hui, en Angular, depuis un an et demi, même 2 ans pratiquement, Angular 16 notamment, on a les signaux qui sont arrivés, les signals, qui remplacent sur la partie notamment gestion d'état, qui remplace pas mal RxJS. Euh, on a un peu un équivalent avec les writable signals qui sont un petit peu comme les subjects. Donc, c'est des signaux qu'on peut réécrire, ou les signals qui Mhm. sont read-only, un peu comme les observables, qui nous simplifient un petit peu la vie sur les opérations notamment très simples, pas forcément. Enfin, les opérations simples, on va dire. RxJS, c'est quand même assez puissant, donc sur les opérations un peu compliquées, c'est bien de l'utiliser à certains endroits. Mais avec les signals, on a quand même des choses un peu plus simples et ça fait partie des packages de Angular directement. C'est Angular Core en général. Donc c'est quelque chose qui est pérenne. Là où RxJS, on sent que les équipes Angular ont peut-être tendance un petit peu aujourd'hui à essayer de les mettre de côté en tout cas, Ouais. les rendre moins centrales, donc moins centraux. Donc voilà, les signals, c'est un petit peu l'avenir d'Angular. Puis c'est ressemblant à ce qui se fait dans pas mal d'autres frameworks. Notamment, je crois que c'est en solide, où c'est le même terme, c'est signal. Donc voilà.
on a ce concept-là qui est important à connaître aujourd'hui. Avec les signals aussi, on peut faire avec les échanges de données entre les composants. Là où avant, avec les décorateurs @input et autres, on avait des variables classiques. Maintenant, avec les méthodes input et modèle notamment, on a des variables qui sont directement des variables réactives en read-only, qui sont des signaux, donc c'est réactif et c'est en read-only, donc on peut écouter directement dans un même composant, écouter les inputs et mettre à jour d'autres variables au sein d'un même composant. Donc ça peut être, c'est assez sympa à utiliser et c'est peut-être un peu plus propre, je trouve, que des décorateurs, pas forcément très fans. Donc ça fait partie de tout ça, la grande modification d'Angular avec les signaux. Il y a aussi des nouvelles librairies de store. En plus de NGRX, on a le Signal Store qui fait partie d'NGRX en fait, qui est un sous-package, qui est maintenu par NGRX, donc c'est rassurant pour se dire que c'est quelque chose qui risque de durer dans le temps. Ou alors il y a Signal Slice aussi, qui est fait par Joshua Moroni, qui est un créateur de contenu sur Angular et qui parle beaucoup de réactivité, de déclaratif. C'est un peu lui qui m'a donné envie de faire ça. Donc, je place son nom ici quand même, qui lui a fait une autre librairie de gestion d'état qui implémente le pattern Redux par contre, mais qui est orienté sur les signals et non pas sur les observables. Donc voilà comment on peut faire du déclaratif et du réactif en Angular avec ces différents éléments-là. Je vais montrer des exemples de code après, bien sûr. Moi, j'ai une question qui me... Ah ben peut-être que ce sera dans les limites. Qui me taraude depuis tout à l'heure. Donc, tu as ton observable qui va aller regarder tel bidule, qui va permettre de mettre à jour automatiquement ta variable selon un événement auquel tu t'es abonné en gros. Et tout ça, c'est fait dans le thread principal où chacun a son propre thread. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plusieurs variables qui observent plusieurs trucs, mais comment ça se passe au niveau de... alors après, selon si on est sur des observables ou des signaux, la change detection n'est pas forcément faite de la même façon. Je sais que notamment les signaux, si tu réaffectes une nouvelle valeur, mais qu'elle n'a pas changé en fait, si tu avais 5 et que tu as remis 5, ça ne va pas retrigger la change detection. Pour les observables, par contre, ça retrigger tout. Après, on est sur du JS, donc on est quand même plutôt sur du mono-threadé de toute façon. Après, voilà, je ne connais pas forcément tous les tenants aboutissants de comment Angular implémente tout ça, les changements de variables. Non, mais pour toi, au final, tu l'as dit, c'est du bonus thread. Et puis, ça arrive dans l'ordre dans lequel ça a été trigger. Ouais, plus ou moins. Voilà, quoi. Donc, ça va attendre la fin d'une... comment on va dire du travail que tu vas réaliser au bout de ton observable. Et après, si un autre truc a été trigger pendant, il patiente jusqu'à ce qu'il est fini. Ça dépend de ce que tu as mis comme opérateur. Avec les observables, avec RxJS, on peut mettre pas mal d'opérateurs qui vont potentiellement dire ah bah si j'ai une nouvelle valeur, bah j'arrête et je reprends la dernière valeur. D'accord. Enfin, ça dépend comment tu implémentes ça. Avec les signaux, je ne sais pas comment ça se passe s'il reçoit une nouvelle valeur entre-temps. Je crois qu'en fait, il marque une variable et donc un composant en dirty, mais pas terminé. Donc, s'il reçoit une nouvelle valeur, il est toujours marqué dirty, mais il n'a pas été mis à jour encore. C'est seulement quand il est marqué en terminé, c'est bon, j'ai fini mes calculs, que là, il va changer la vue notamment. C'est comme ça que ça marche, il me semble, avec les signes. Merci. Voilà. Du coup, les limites du code déclaratif, comme je l'ai dit, déjà, c'est qu'une abstraction, en fait. Le code impératif, il est toujours là. En tout cas, il n'est plus là, il est ailleurs, mais il est toujours existant dans notre code base. Il n'est pas supprimé. Mais ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on va le mettre au même endroit, par exemple dans notre service. Ça va éviter de le mettre du code impératif dans tous nos composants qui appellent ce service. Donc, potentiellement, ça permet de l'unifier, d'éviter la duplication de code. Mais il est toujours là, ce code impératif. On ne peut pas totalement le supprimer. Je crois qu'il y a des gens qui ont essayé, mais c'est pas forcément super sympa et je pense que ça marche pas pour tout type de code. Donc, le code impératif, en gros, il sera toujours là, quelque part, mais il sera toujours là. Comme nos attributs, nos variables déclaratives et réactives, elles ont toutes les infos lors de la déclaration. Quand on arrive sur une classe, un composant, on voit nos variables, nos attributs, et on a 10, 15. Bon, 15, ça commence à être beaucoup, mais on peut avoir des trucs de 10 lignes assez facilement. Donc, lire les attributs, là où dans un code classique, je dirais, on a juste le nom, le type, voilà, à la limite la valeur par défaut. Là, on a 10 lignes à se taper. Quand on en a 15 variables, ça fait qu'on a 100 lignes, je ne sais pas, de juste déclaration de variables. Bon, ça peut être un peu lourd. Bon, là, on est sur un exemple d'un composant un peu gros, mais
même un peu trop gros d'ailleurs, mais ça peut arriver, quoi. Donc, ça peut arriver quand on arrive la première fois sur un composant, wow, ça choque, on va voir l'exemple juste après. Potentiellement, c'est un peu lourd à lire la première fois, donc ça peut faire peur quand on n'est pas habitué surtout et quand on ne connaît pas le composant. Oula, il y a vraiment beaucoup de lignes. Mais on va voir que c'est pas tout à fait vrai. Mais la lecture des attributs, vraiment des attributs, c'est plus lourd, ça c'est clair. Il y a aussi, ça, c'est bon côté, c'est mauvais côté. En fait, quand on fait nos variables réactives avec le déclaratif, TypeScript, puisqu'on est en Angular, donc on est avec du TypeScript, va réussir en fait à savoir quel est le type de la variable. On n'a pas besoin de le préciser. Euh, c'est bien parce que du coup, bon, on écrit un peu moins de code, à la limite. Euh, c'est bien parce que du coup, ça nous force à avoir des noms de variables qui sont clairs. Parce que si on met n'importe quoi comme nom, on ne pourra pas comprendre le type à partir du nom. Alors que si on met un vrai bon nom, bah, potentiellement, on peut comprendre quel genre d'élément on a à faire. Euh, mais du coup, on n'a pas forcément le type au premier coup d'œil. On peut passer la souris dessus pour le voir, mais ça peut être un souci pour certains. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais il faut quand même que la personne qui a écrit le code mette des bons noms quand même, ce qui n'est pas toujours le cas. Et Ouais. puis les noms, ça peut être sujet à interprétation. Donc, ça peut être un peu un danger, entre guillemets. Bon, on est sur un IDE, il suffit de passer la souris dessus. C'est pas très grave, mais quand même, en général, on ne met pas forcément le type. On peut le mettre, mais c'est juste un peu plus chiant à écrire puisqu'il va falloir le mettre dans un signal ou dans un observable. Bon, ça rajoute des choses qui ne sont pas forcément ultra intéressantes à mettre. Donc, en général, on ne le met pas. On peut le mettre, mais en général, on ne le met pas. Donc, ça peut être un souci. Ensuite, quelque chose qui est vrai pour les observables uniquement, pas pour les signaux. Avoir la valeur à un instant T, c'est pas très pratique. Il va falloir subscribe, récupérer juste la dernière valeur, unsubscribe tout de suite après. Bon, c'est pas forcément évident d'avoir la valeur à un instant T d'un observable dans une méthode, par exemple. Là où avec les signaux, c'est super simple. Il faut juste faire parenthèse, parenthèse, voilà, c'est tout. Avec l'observable, c'est pas très pratique, c'est pas fait pour. Donc ça peut être un peu un problème. Mais bon, c'est pour ça que les signaux sont venus aussi pour simplifier ce genre de choses. Donc voilà, c'est de moins en moins vrai, mais il y a toujours des observables qui traînent, donc c'est un problème là-dessus. Et enfin, je disais que dans nos composants, on peut avoir du code déclaratif pratiquement à 100%. C'est vrai pour la lecture, c'est moins vrai pour l'écriture. Quand on veut lancer des événements, des actions, il va bien falloir dire, bon, bah, quand mon utilisateur il appuie sur tel bouton, ça va lancer telle action dans mon service, dans mon store. Donc on a ce petit bout de code impératif qui dit lance telle action. Après, on ne sait pas ce que l'action fait, hein, c'est le service qui s'en occupe, mais il faut le dire à un moment donné, de façon impérative, lance l'action. Donc on doit quand même garder, même dans nos composants, un peu de code impératif. Et donc ça, c'est un peu un défaut. On pourrait faire des lancements d'événements avec du déclaratif, c'est pas impossible, mais c'est pas forcément évident et ça apporte pas forcément grand chose. Euh, ça complexifie pour pas grand chose à mon avis. Donc, tant qu'à faire, autant lancer de façon impérative. Donc dans le sens remonter des données, on a avoir du code impératif, même dans nos composants. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Maintenant, je vais passer à de la démo. La démo, c'est cool. Tac. Du coup, pour cette démo, j'ai fait 3 services, 3 composants qui font à peu près la même chose. Et je vais montrer d'abord le premier couple là, service composant, gauche à droite, impératif, donc l'exemple à ne pas faire, surtout. Mais bon, je montre pour qu'on comprenne bien ce que c'est l'impératif. Donc à gauche, notre service, on a un state qui est privé à ce service. On peut accéder à certaines infos avec des getters et on peut mettre à jour certaines infos avec un update ici, un setter si on veut. Voilà, pas très intéressant. Il n'y a pas d'asynchronisme, il n'y a pas d'observable ici. C'est de l'impératif, tout bête et méchant. Euh, sur la droite, du coup, on injecte ce service-là, on déclare nos attributs, donc de façon classique, hein, on met juste le type et la valeur par défaut. Dans notre constructeur, on va venir charger nos données. Donc, en fait, on vient appeler nos méthodes, hein, nos getters. Ou ici, on va faire nos filtres. Bon, les filtres qui veulent rien dire, hein, j'ai juste fait pour avoir du code. Hein. Donc en fait, c'est certaines données, ces deux-là, en fait, elles sont basées sur celle-ci. Voire même celle-ci, elle est basée sur celle-là, en fait. Donc on charge nos données avec cette méthode-là, puis ensuite on vient créer nos données filtrées, en fait, ici, de cette façon. Bon, peu importe.
Je vais un peu réduire ça. Voilà, peu importe, c'est pas très intéressant. Et en fait, ensuite, on a des méthodes. Et dans ces méthodes-là, en fait, on vient affecter de nouvelles valeurs à nos données, à notre data ici. Et en fait, du coup, quand on met à jour notre donnée, il faut mettre à jour nos données chiffrées à la suite. Donc, à chaque fois, on est obligé de réappeler cette méthode qui vient recharger nos données. Et ici, on vient sauvegarder carrément nos données. Donc, on fait le update du service. Donc, on doit recharger complètement toutes nos données. Donc, voilà. Donc, à chaque fois qu'on fait une modification, il faut recharger des données. C'est un peu dommage. Le principe du réactif, c'est de ne pas faire ça et de le faire automatiquement. Donc, c'est un peu dommage de s'en passer. Euh, donc, voilà, c'est un peu bête de faire comme ça. Et en plus de ça, on voit ici que j'ai mis des effets de bord ici et là qui viennent mettre une donnée quelconque dans mes tableaux. Donc, pourquoi je le fais aucun intérêt. Là, c'est juste pour montrer que je peux le faire et que ça peut amener des effets de bord, donc des choses pas forcément attendues. Donc, attention à ça. Celle-ci, par exemple, fait rien en plus. Ça vraiment rien. Mais celle-ci, elle fait quelque chose. Donc, voilà, faut faire attention aux effets de bord. Voilà pour cette partie-là. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Pitié, ne faites pas ça. Vraiment, Arrêtez. Il faut pas. Voilà, non, là, c'est vraiment là, je vais pas être content. Maintenant, je vais montrer les autres services qui sont un peu similaires. Une partie observable, une partie plutôt signal, même s'il y a toujours des signaux des observables dans les deux. J'ai fait des services assez basiques qui font un genre de pattern redux avec notre state en privé, nos sélecteurs qui sont exposés pour nos composants, les actions que nos composants vont lancer, et dans notre constructeur, un genre de reducer où on va écouter en fait nos actions. Et on voit tout de suite qu'il n'y a pas trop de différence entre state, sélecteur, action. L'action, c'est même exactement la même chose, de gauche et droite. Par contre, le constructeur, à droite, hop, il est un peu plus simple. Pourquoi? Parce que c'est lié au fait que lire une valeur d'un signal à un instant T, comme je le disais, c'est facile, c'est comme ça, c'est tout bête. Là où pour un observable, on doit venir faire un combine latest pour pouvoir récupérer la valeur. Donc, il faut un opérateur avec JS en plus. Il faut peut-être faire des distinct until change, etc. Donc, des opérateurs avec JS en plus qui complexifient un petit peu notre réduceur. Là où ici, c'est tout bête, quoi. J'écoute l'action. Donc, quand l'action est trigger, je subscribe. Je viens mettre à jour mon state avec un setter. Ici, c'est avec un next, mais c'est le même principe. Et du coup, je mets à jour comment? En récupérant la valeur à un instant T et en mettant à jour les valeurs que je veux. Alors que là, ce state-là, en fait, c'est lui, en fait. C'est celui-là que je suis venu récupérer avec le combine latest. Donc, un peu plus compliqué avec les observables. Donc, comme je disais, pour le state management, les signaux, c'est un peu mieux, quoi. Par contre, on garde bien les observables, nos subjects, ici et là, des deux côtés. Parce que pour la gestion d'événements, comme je l'ai dit, les signaux, c'est pas encore, en tout cas, c'est peut-être en chemin avec ce qui arrive avec Angular 19, là, ce qui est sorti. Bon, c'est pas encore forcément au point, c'est encore en preview, c'est pas forcément stable. Donc, pour l'instant, on reste avec du RxJS pour la gestion d'événements, dans les deux cas. Du coup, je vais me présenter les composants, puisque les services ils sont assez similaires, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'ai présenté les composants, et là, j'ai fait exprès de mettre des lignes blanches pour que vous voyez la différence entre mon composant réactif et mon composant déclaratif. Oui. Ici, on a 4 lignes. Ici, on en a 30, en fait, littéralement. 15 à 45, 31. Donc, comme je l'ai dit, on arrive sur la classe à droite et on fait oula, ok, là, j'ai combien d'attributs? Déjà, il faut savoir combien on a parce qu'on ne sait pas forcément au premier coup d'œil. J'ai des couleurs, mais bon, ça veut pas forcément, enfin, c'est pas forcément évident à voir. Donc là, j'en ai 4. Ok, d'accord. Là, c'est sur 4 lignes, j'en ai 4. C'est simple, il n'y a pas de difficulté. Ici, on n'a pas le typage, comme je l'ai dit, là où ici, on l'a précisé. Euh, mais par contre, ce qu'on peut faire, si on veut simplifier la vie, une fois qu'on connaît le composant, on peut juste venir les collapses, en fait. Et là, on retrouve nos 4, bon, 6, mais 4 lignes, euh, comme on a à gauche. Et on voit très bien ici, ah d'accord, ça, c'est des valeurs qui sont calculées, donc je n'ai pas à les toucher. La déclaration s'occupe de tout, j'y touche pas ailleurs, c'est très bien. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, là où je disais qu'en fait, on a plus de code sur le déclaratif, en fait, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le code qu'on trouve ici à gauche, à droite, pardon, tous ces 30 lignes là, en fait, les 30 lignes, je les retrouve dans le constructeur, en fait. Voilà. Là, je suis un peu zoomé, donc je ne peux pas tout montrer, mais d'un coup, mais si je dézoome un coup, juste, c'est pas très lisible, mais juste pour vous montrer, je sélectionne tout. En fait, l'équivalent de ce que j'ai à droite, c'est là ce que j'ai sélectionné à gauche. Au final, à gauche, c'est plus de 40 lignes. Donc finalement, le déclaratif,
En fait, j'ai moins de lignes. C'est à un seul endroit. Donc, sur cet endroit, il y a plus de lignes, mais au final, si on met tout bout à bout, avec notre constructeur, nos subscribes, ben, en fait, il y a plus de lignes à gauche. Donc, finalement, le déclaratif, c'est peut-être pas si mal, parce que du coup, on a moins de lignes au final. C'est du détail, mais on n'a pas plus de lignes, en tout cas, avec le déclaratif. Euh, je permettrais de dire aussi que ici, quand je viens collapse, c'est évident de voir que j'ai mes 4 attributs. Ici, pour retrouver où sont mis mes attributs, il faut chercher un peu. Bon, là, Ouais. c'est pas très dur. Celui-là, c'est pas forcément très dur. Celui-là non plus. Mais l'autre, il faut aussi aller le chercher. Donc, on a cette même difficulté quand on avait ça, pas collapse. Donc, les défauts qu'on a sur le déclaratif, on les a sur le réactif classique. C'est juste qu'ils sont à un autre endroit, a priori dans le constructeur plutôt. Donc, finalement, les défauts du déclaratif, moi, je trouve qu'on les retrouve de la même façon, juste à un autre endroit sur le code qui n'est pas déclaratif. Donc, euh, je trouve que c'est bête de se passer du déclaratif. Pas que pour ça. J'y reviens, je vais fermer ça. J'ai fait des méthodes qui font à peu près la même chose. Et en fait, quel est l'intérêt du déclaratif aussi là-dedans? C'est que je suis là, bon, c'est pas très dur, mon composant est très petit, mais sur un composant un peu plus lourd, moi, je sais que je dois travailler cette méthode-là. Cette méthode-là qui a un bug, je dois aller la corriger. J'arrive ici, tac, ok, je travaille avec 10.data. C'est qui 10.data? Je fais F12, ma souris va dessus. Ah, ok, c'est lui. C'est quoi? Il est computé depuis mon service. Ok, très bien. À voir si j'ai besoin de voir ce qu'il y a dans le service, mais a priori, je sais d'où vient mon data. En tout cas, je sais pourquoi et comment il est calculé. Je ne sais pas encore une fois le quand et le quoi, mais je sais pourquoi et comment. Alors que quand j'arrive ici sur cette méthode add qui est la même, 10.data, je fais F12, j'ai aucune info. Je sais que c'est un tableau, d'accord? Je n'ai aucune info. C'est un tableau de string, mais d'où il vient, pourquoi, je ne sais pas. Donc je dois aller venir faire des Shift F12 ou des CTRL F, machin. Bon, ok, Shift F12, et je dois chercher où est-ce que je fais 10.data égale, hein. Ah, ok, c'est là. J'ai que 4 utilisations là, ça va, mais si j'en ai 20, faut trouver la bonne, quoi. Donc, ok, c'est ici que c'est fait. Il faut venir le chercher. Il faut venir scroller un coup, il faut venir chercher les références, etc. Alors qu'ici, à droite, je fais F12, c'est terminé, j'ai toutes mes infos. Donc l'autre intérêt du déclaratif, c'est celui-ci, comme je disais, c'est plus facile à maintenir parce que si j'arrive sur ce composant que je ne connais pas, je vois que j'utilise 10.data, je fais F12, j'ai toutes mes infos. Alors qu'à gauche, bah, je dois un peu, il y a une petite gymnastique en plus à faire, quoi. Je dois chercher les références, je dois scroll, je dois chercher. Bon, c'est pas toujours évident. Là, c'est un exemple qui est assez simple, mais sur un composant qui est plus lourd, qui fait beaucoup plus de choses, quand on le connaît pas, c'est pas forcément évident. Donc voilà, l'un des intérêts. Donc voilà déjà 2 intérêts. On a moins de lignes, c'est kiff-kiff, mais on a moins de lignes. Euh, Quand on fait F12 sur une variable qui est utilisée dans ma classe, j'ai toutes les infos directement, j'ai pas besoin de chercher, de scroller ou quoi que ce soit. Et un troisième, et pas des moindres, peut-être le plus important en termes de bugs, c'est qu'à droite, ceux-là, ce sont des signals. Ça, c'est read-only. Alors qu'à Mhm. gauche, ça, c'est pas read-only. Et je le prouve ici, dans cette méthode-là, empty, à droite, je fais rien. À gauche, j'ai mis un timeout juste pour mettre un délai pour que ça se fasse bien après que le update est terminé. Je viens mettre une valeur dans mon tableau. Pourquoi? Mhm. Comme je l'ai écrit, pourquoi pas? On fait ce qu'on veut, on a le droit, donc pourquoi ne pas le faire? Et ça peut amener à des états qui sont inattendus, que ce soit parce qu'on n'est pas censé mettre à jour cette valeur-là, ou que ce soit parce que on met à jour cette valeur-là qui n'est pas une variable réactive, et selon le mode de change detection qu'on utilise, qui est en train de changer en plus avec Angular, potentiellement notre vue, elle n'est pas mise à jour. Et là, je ne comprends pas. Je me dis, bah, je mets à jour ma variable, pourquoi ma vue n'est pas mise à jour? Peut-être parce que le mode de change detection, c'est pas celui auquel on pense, qui est pour l'instant le default. Mais si on est sur du on-push ou sur plus tard du signal, eh ben ça ne va pas trigger le change detection. Donc il faut en plus rajouter du code pour trigger le change detection. Voilà. Donc les effets de bord, on peut les avoir dans cette partie-là réactive de la même manière qu'on les avait dans le code impératif. Et j'en ai un autre ici, pourquoi pas, mais peu importe. Donc, on voit ici qu'on a ces 3 intérêts. Un peu moins de lignes, beaucoup plus facile de retrouver toutes les infos d'une variable avec juste un F12 ou autre équivalent, et on n'a pas d'effet de bord, on n'en a aucun. On n'a pas besoin de s'embêter à chercher est-ce que cette variable, je vais la réécrire en endroit ou en autre. À droite, on n'en Et a pas, c'est pas possible. pour autant, nous avons des questions sur le chat d'un certain Ouais, J. qui dit: est-ce que ça ne complique pas la gestion d'erreurs, ce style de code? Point d'interrogation. pas forcément. En fait, là, on est sur des signaux assez simples, assez straightforward, mais tu aurais pu avoir, par exemple,
un message d'erreur qui se trouverait directement dans ton state. On a avec les ressources qui arrivent là, en Angular 19 qui sont arrivées, on a en fait déjà la gestion d'erreurs qui est faite à l'intérieur des ressources. Donc, on peut juste vérifier s'il y a des erreurs ou pas directement. On n'a pas besoin de rajouter du code en fait. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est encore en développeur preview, je crois. Mais je pense pas que tu aies plus de soucis là-dedans. Effectivement, il faut bien penser ici. Peut-être dans ton déclaratif, il faut rajouter des if peut-être pour vérifier que tu n'aies pas d'erreur. Mais tu aurais peut-être dû les faire aussi dans ton constructeur, dans ton abonnement, dans ton subscribe en fait. Donc je n'ai pas l'impression que ça rajoute une complexité pour la gestion d'erreurs, notamment pour la partie lecture de données. Ou alors j'ai peut-être mal compris la question, mais... Oh, voilà. Tu sais, c'est des questions simples en provenance de G-Sherry. Oui, en général, oui. Merci beaucoup, Émeric. C'était très intéressant. Très intéressant. J'ai bien aimé ce côté comparatif entre les deux modes de fonctionnement. Les amis, vous serez heureux d'apprendre plusieurs informations. La première, c'est que le prochain 1330 sera le dernier de l'année. Et ce sera 4 jours avant mon anniversaire. N'oubliez pas, le 22 décembre. J'attends vos chèques. Et ce sera sur quelque chose que je vais lire parce que je ne comprends pas ce que je lis. Viva Connexion, ou Connections peut-être, et Adaptive Cart Extension. Et ce sera avec un nouvel intervenant, en la personne de Firas Xontini. Exactement, et ce sera mercredi à 13h30. Merci à tous les amis, et merci à toi Émeric, je vous dis à la semaine prochaine, salut. Avec plaisir. Salut.